Jean, un jeune orphelin, vivait dans une maison délabrée avec son oncle et sa tante Pierre et Marie. La maison, toujours en désordre et recouverte de poussière, reflétait l'atmosphère oppressante qui y régnait. Pierre et Marie étaient là d'une cruauté sans borne, trouvant sans cesse des raisons pour réprimander et humilier Jean. Chaque matin, Jean se levait avant l'aube pour commencer les tâches ménagères. Il passait la serpillière entre les meubles usés avec des gestes précis et méticuleux, essayant d'éviter les critiques de son oncle et de sa tante. Pierre, un homme d'âge moyen avec un ventre proéminent et une expression constamment mécontente, observait Jean depuis un fauteuil élimé. « Tu ne fais rien correctement, garçon. Tu n'es même pas capable de nettoyer comme il faut », s'exclamait-il d'un ton irrité. Marie, tout aussi sévère que son mari, ne manquait jamais une occasion de se joindre à l'humiliation. Elle se levait de la table, où elle feignait d'être occupée à faire de la couture et s'approchait de Jean pour inspecter son travail. « Regarde, Pierre, le sol est encore collant. Quelle surprise !» disait-elle sarcastiquement. Jean, habitué à avaler les paroles dures, comme s'il s'agissait de son pain quotidien, baissait la tête, se concentrant sur sa tâche pour cacher les larmes qui menaçaient de couler. Il se souvenait de ses parents, Lucien et Isabelle, avec un mélange d'amour et de tristesse, désirant désespérément retourner à ses jours heureux. Quand il était enfant, Jean vivait dans une petite ville en France où ses parents tenaient une boutique de fleurs. La boutique était toujours remplie de couleurs et de doux parfums, reflets de l'amour et de la chaleur de Lucien et Isabelle. Jean se rappelait courir entre les étagères, pleines de fleurs, riant et essayant d'attraper les papillons qui entrèrent par la fenêtre ouverte. Lucien, son père, s'arrêtait souvent de travailler pour s'agenouiller à ses côtés. « Jean, chaque fleur que nous plantons est un morceau d'amour que nous laissons dans le monde », disait-il en plaçant un papillon dans la main ouverte de Jean. « Plus d'amour dans le monde », répétait Jean, les yeux brillants d'admiration et d'innocence. Ses souvenirs contrastaient vivement avec sa réalité actuelle. La vie avec Pierre et Marie n'était qu'un cycle sans fin de dur labeur et de mépris. Jean nettoyait, cuisinait et faisait toutes les tâches ménagères sans jamais recevoir un mot de remerciement. Sa seule consolation étaient les moments de solitude volée, où il se permettait de laisser les souvenirs de ses parents remplir son cœur. Un après-midi, alors qu'il époussetait une vieille étagère, Jean découvrit un album photo poussiéreux. Il s'assit par terre et l'ouvrit délicatement, ses doigts suivant les images de moments plus heureux. Dans l'une des photos, ses parents souriaient devant la boutique de fleurs, rayonnant d'amour et de fierté. Jean murmura pour lui-même « Papa, maman, j'aimerais que vous soyez ici. Vous avez toujours cru en moi que je pouvais devenir quelqu'un de spécial. » Le bruit des pas lourds de Pierre interrompit ses pensées. « Qu'est-ce que tu fais là, à perdre ton temps ?» gronda-t-il, arrachant l'album des mains de Jean. « Lève-toi et retourne travailler. On n'a pas de temps pour tes niaiseries sentimentales. » Jean se redressa d'un bond, sentant un mélange de colère et de désespoir. Mais au lieu de répondre, il serra les dents et reprit ses tâches, sachant que toute protestation ne ferait qu'empirer la situation. Ce soir-là, après avoir terminé toutes les corvées, Jean se retira dans sa petite chambre. Il s'allongea sur son lit, fixant le plafond sombre, ressentant le poids de la solitude. Les murs fins et ne parvenaient pas à étouffer les rires et les conversations de son oncle et sa tante dans la cuisine, lui rappelant à quel point il était peu considéré dans cette maison. En essayant de s'endormir, Jean laissa ses pensées vagabonder vers son avenir. Il se demandait s'il pourrait un jour échapper à cette vie misérable et trouver un endroit où il pourrait être heureux à nouveau. C'était une après-midi grise et morose. La maison, toujours en désordre et poussiéreuse, paraissait encore plus lugubre sous le ciel nuageux. Pierre, comme à son habitude, était assis dans son vieux fauteuil, regardant Jean avec son expression perpétuellement insatisfaite, tandis que Marie s'affairait à des tâches insignifiantes avec son sarcasme et son mépris habituel. Soudain, on frappa à la porte. Jean, surpris par cette interruption, alla ouvrir. Un homme d'âge moyen, à la présence imposante mais bienveillante, se tenait sur le seuil. Ses yeux reflétaient un mélange de tristesse et de détermination. « Es-tu Jean ?» demanda-t-il, sa voix douce mais ferme. « Oui, c'est moi, » répondit Jean, ressentant un mélange de curiosité et d'espoir à la vue de l'inconnu. « Je suis Antoine, un vieil ami de tes parents. J'ai besoin de te parler, » dit-il en jetant un coup d'œil à l'intérieur de la maison. Pierre se leva avec difficulté, son regard devenant méfiant lorsqu'il aperçut Antoine. « Qui est cet homme, Jean ?» demanda Pierre en s'approchant de la porte. « Je m'appelle Antoine, j'ai connu Lucien et Isabelle il y a de nombreuses années. Je suis venu parler à Jean d'une affaire importante, » répondit calmement Antoine. Pierre fronça les sourcils mais laissa Antoine entrer. Marie s'approcha également, ses yeux remplis de curiosité. « J'espère que tu n'es pas ici pour causer des ennuis, » dit Marie, son ton aigu et méfiant. « Je ne suis pas là pour semer le trouble, mais pour accomplir une mission que Lucien et Isabelle m'ont confiée, » dit Antoine en sortant une lettre de sa poche. Jean sentit un nœud se former dans son estomac en voyant la lettre. Antoine la lui tendit avec précaution.
ses yeux laissant entrevoir une lueur de compassion. « Cette lettre vient de tes parents, Jean ? Ils m'ont demandé de te la remettre lorsque tu atteindrais tes 18 ans. Il y a quelque chose d'important à l'intérieur que tu dois savoir, expliqua Antoine. Les mains de Jean tremblaient en prenant la lettre. Il l'ouvrit lentement, essayant de maîtriser ses émotions. L'écriture familière de ses parents lui sauta aux yeux et une vague de souvenirs et d'émotions le submergea. « Cher Jean, si tu lis cette lettre, cela signifie que tu as atteint un cap important dans ta vie. Ta mère et moi avons toujours rêvé de te voir grandir et devenir l'homme que nous savons que tu peux être. Tout au long de notre vie, nous avons travaillé dur, non seulement pour maintenir la boutique de fleurs, mais aussi pour assurer un meilleur avenir pour toi. Nous avons économisé chaque centime possible et il t'appartient désormais de les utiliser pour poursuivre tes rêves. » Jean sentit sa gorge se serrer. Les mots de ses parents étaient hauts comme un baume pour son âme meurtrie. Il continua à lire, chaque ligne chargée d'amour et d'espoir. « Nous voulons que tu utilises cet argent non seulement pour vivre, mais aussi comme un tremplin pour atteindre tes objectifs. Que ce soit pour tes études, pour lancer ta propre entreprise ou pour voyager et découvrir le monde, nous espérons que ce cadeau te donnera la liberté de choisir ton propre chemin. N'oublie jamais d'où tu viens et l'amour que nous avons pour toi. Avec tout notre amour, maman et papa. » Les larmes coulaient sur les joues de Jean. Il ressentait un mélange d'incrédulité, d'espoir et une tristesse profonde. Pierre et Marie observaient en silence, leurs visages exprimant une combinaison d'irritation et de cupidité. « Que dit la lettre, Jean ?» me demanda Pierre en essayant de garder son calme. Jean, essuyant ses larmes, leva les yeux. « Mes parents, ils ont laissé un fonds pour moi. Ils veulent que j'utilise cet argent pour poursuivre mes rêves, pour avoir une vie meilleure, » dit Jean, la voix tremblante mais déterminée. Marie tenta de dissimuler sa convoitise derrière un sourire forcé. « Jean, mon cher, c'est merveilleux. Nous devons réfléchir à la meilleure façon d'utiliser cet argent. Après tout, nous sommes une famille, » dit-elle en s'approchant de lui. Jean recula d'un pas, sentant une nouvelle détermination grandir en lui. « Mes parents m'ont laissé cet argent et je compte l'utiliser pour quitter cet endroit et construire une vie meilleure loin de cette maison et de vous, » dit-il, sa voix gagnant en force. Pierre s'avança, le visage rougi par la colère. « Tu crois que tu peux simplement partir ? Tu nous dois tout ?» cria-t-il, essayant de l'intimider. Antoine intervint, posant une main protectrice sur l'épaule de Jean. « Jean a le droit de décider de son propre avenir. Et je suis là pour m'assurer qu'il puisse le faire sans interférence, » dit-il fermement. Jean regarda Antoine avec reconnaissance. La lettre de ses parents ne lui avait pas seulement donné de l'espoir, mais aussi la force de se battre pour sa liberté. Les jours qui suivirent la découverte de la lettre furent pour Jean un mélange de tension et d'espoir. Pierre et Marie, ayant pris connaissance de la lettre et de l'héritage, changèrent de tactique. Les humiliations et le mépris se transformèrent en paroles douces et en promesses mensongères. « Jean, mon cher, pourquoi ne pas discuter de la manière d'utiliser cet argent pour le bien de tous ?» dit Marie, sa voix feignant une douceur forcée alors qu'elle lui servait une tasse de thé. Jean regarda la tasse, sachant qu'au-delà de ses mots se cachait la même cruauté. Pierre, assis de l'autre côté de la table, tentait de sourire, mais son regard trahissait son impatience. « Pense à tout ce que nous pourrions accomplir ensemble, Jean. Nous pourrions améliorer la maison, la rendre plus confortable pour tout le monde, » ajouta Pierre, essayant de paraître convaincant. Jean, cependant, n'était pas dupe. Il savait que tout effort pour partager l'héritage ne servirait qu'à le maintenir sous leur emprise. Il décida de rester ferme, mais ses réponses mesurées provoquèrent rapidement la perte de patience de Pierre et Marie. « Tu crois que tu peux garder tout l'argent et ne pas le partager avec ceux qui se sont occupés de toi toutes ces années ?» dit Pierre, sa voix montant d'un cran. Jean leva les yeux, trouvant le courage de répondre. « Cet argent est pour mon avenir. Mes parents voulaient tant que je l'utilise pour suivre mes rêves, pas pour maintenir cette maison délabrée, » dit-il fermement. La patience de Pierre s'épuisa. Il se leva brusquement de sa chaise et s'approcha de Jean, les poings serrés. « Ingrat !» cria-t-il, frappant la table de son poing avec rage. « Tu nous dois tout, tu n'es rien de plus qu'un fardeau et maintenant tu penses pouvoir faire ce que tu veux. » Marie, qui avait tenté de garder une façade aimable, se joignit à l'affrontement. « Jean, ne sois pas idiot, tu sais bien que sans nous, tu ne serais rien. Tu ne peux pas juste partir et nous abandonner, » dit-elle, son ton devenant plus agressif. Jean ressentit un mélange de peur et de détermination. Il savait qu'il ne pouvait plus vivre sous le contrôle de sa tante et de son oncle. Il attendit que la tempête de cris se calme avant de se retirer dans sa chambre, où il se permit de pleurer en silence. Mais dans ces moments de solitude, il trouva également la force d'agir. Il décida de contacter Antoine, sachant qu'il avait besoin d'aide pour s'échapper. Le cœur battant, il attendit que Pierre et Marie s'endorment avant de sortir discrètement de la maison pour se diriger vers la remise où il avait caché son téléphone portable.
« Antoine, j'ai besoin de ton aide, je ne peux plus rester ici », murmura Jean dans le téléphone, essayant de retenir ses larmes. Antoine, à l'autre bout du fil, répondit avec calme et détermination. « Jean, je suis là pour toi. Nous allons te sortir de là. Suis mes instructions et ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Au cours des jours suivants, Jean suivit les instructions de Antoine à la lettre. Il prépara ses affaires les plus importantes dans un petit sac à dos, veillant à ne pas éveiller les soupçons. Mais Pierre et Marie, toujours vigilants, remarquèrent rapidement son changement de comportement. Un après-midi, alors que Jean nettoyait la cour, Pierre l'interpella à nouveau. « Que mijotes-tu, garçon ? Tu sembles plus calme que d'habitude » dit-il, son ton empreint de suspicion. Jean resta calme, cachant sa peur. « Rien, je suis juste fatigué » répondit-il, évitant de croiser son regard. Pierre ne parut pas convaincu, mais il n'insista pas davantage. Jean comprit alors qu'il devait agir bientôt. La nuit était calme, mais le cœur de Jean battait à tout rompre alors qu'il regardait la petite valise qu'il avait soigneusement préparée. Chaque vêtement plié, chaque objet rangé, représentait un pas de plus vers sa liberté. Mais avant de partir, il devait s'assurer que l'héritage de ses parents était protégé. Le lendemain matin, Jean et Antoine se rendirent au cabinet d'un avocat recommandé par Antoine. Le bâtiment était ancien, avec des murs en boiserie sombre et des étagères remplies de livres de droit. Jean ressentit un mélange de nervosité et d'espoir en attendant dans la salle de réception. Finalement, ils furent accueillis par l'avocat, un homme d'âge moyen, portant des lunettes, avec une expression sérieuse mais bienveillante. « Bonjour, je suis monsieur Martin », dit-il en tendant la main. « Antoine m'a parlé de votre situation, Jean. Assurons-nous que tout soit en ordre. » Jean acquiesça, sentant une boule dans la gorge. Antoine intervint. « Nous devons protéger l'héritage de ses parents et veiller à ce qu'il puisse accéder au fonds sans l'interférence de sa tante et de son oncle, » expliqua-t-il. Monsieur Martin hocha la tête en consultant les documents que Jean avait apportés. « La première chose à faire, c'est de transférer les fonds sur un compte à votre nom, Jean. Nous pouvons également mettre en place une restriction légale pour empêcher Pierre et Marie de revendiquer un quelconque droit sur l'argent, » expliqua l'avocat en prenant des notes. Jean suivait chaque geste, essayant de retenir toutes les informations. Monsieur Martin continua à détailler les étapes nécessaires depuis le transfert des fonds jusqu'à la préparation des documents juridiques. « Une fois tout en ordre, vous aurez le contrôle total de votre héritage. Cela vous permettra de prendre des décisions concernant votre avenir sans craindre une intervention de votre tante et de votre oncle, » conclut monsieur Martin avec un sourire rassurant adressé à Jean. Après avoir signé plusieurs documents, Jean ressentit un poids se dissiper de ses épaules. La première partie du plan était en cours, et avec l'aide de Antoine et de l'avocat, il entrevoyait un avenir plus lumineux. Ce soir-là, dans sa chambre, Jean prépara soigneusement ses affaires. Chaque geste était mesuré, chaque bruit évité. Il ne voulait pas éveiller les soupçons de Pierre et Marie. Sa valise ne contenait que l'essentiel. Des vêtements, quelques souvenirs de ses parents et bien sûr, la lettre que Antoine lui avait donnée. Pendant qu'il rangeait ses affaires, Jean ressentit un mélange de peur et d'excitation, la peur d'être découvert et l'excitation de ce qu'il attendait au-delà de ces murs oppressants. Il s'arrêta un moment, regardant autour de lui la chambre qui avait été sa prison pendant si longtemps. Il prit une profonde inspiration et referma la valise. À l'aube, Jean était prêt. Antoine avait prévu de venir le chercher tôt pour éviter toute rencontre désagréable avec Pierre et Marie. Lorsqu'il entendit le léger coup de klaxon de la voiture, il sut que le moment était venu. Silencieusement, Jean descendit les escaliers et se dirigea vers la porte d'entrée. Sa tante et son oncle dormaient encore, inconscients de ce qui allait se passer. Il ouvrit la porte avec précaution et sortit dans l'air frais du matin. Antoine l'attendait et Jean ressentit une vague de soulagement en voyant le visage de son ami. « Prêt ?» demanda Antoine en l'aidant à mettre sa valise dans la voiture. « Oui » répondit Jean, sa voix ferme malgré les battements rapides de son cœur. La voiture démarra en douceur, s'éloignant de la maison qui avait été le théâtre de tant de souffrances. Jean regarda par la fenêtre, observant la maison devenir de plus en plus petite jusqu'à disparaître au loin. Il ressentit un mélange de tristesse et de libération, sachant qu'il laissait derrière lui un chapitre sombre de sa vie. À chaque kilomètre parcouru, Jean sentit l'air devenir plus léger, ses pensées plus claires. Antoine lui parlait des prochaines étapes, de son installation dans son nouveau foyer et du début de la vie qu'il avait toujours souhaité. « Jean, n'oublie pas que ce n'est que le début. Tu as toute une vie devant toi et avec l'héritage de tes parents, tu as la liberté de choisir ton propre chemin. » dit Antoine, sa voix empreinte d'espoir. Jean hocha la tête, sentant une nouvelle détermination grandir en lui. Il savait que la route ne serait pas facile, mais il était prêt à l'affronter. Ses parents lui avaient offert le cadeau de la liberté et il comptait honorer leur mémoire en réalisant quelque chose de significatif dans sa vie. Enfin, la voiture s'arrêta devant un petit appartement que Antoine avait trouvé pour lui. Jean sortit du véhicule, sentant le poids de cette nouvelle étape de sa vie.
Après un dernier regard en arrière, il prit sa valise et se dirigea vers la porte de l'appartement, prêt à repartir de zéro. L'avenir était incertain, mais pour la première fois, Jean se sentait empli d'espoir et de détermination. Il était prêt à relever tous les défis, sachant qu'il portait en lui l'amour et la force de ses parents. Jean regardait défiler le paysage par la fenêtre du train. Les champs verts et les collines ondulantes étaient un changement bienvenu après les années grises passées chez son oncle et sa tante. À côté de lui, Antoine passait en revue quelques documents, s'assurant que tout était en ordre pour le nouveau départ de Jean. « Tu es nerveux ?» demanda Antoine, sans lever les yeux de ses papiers. « Un peu » admit Jean, « mais je suis aussi excité. C'est une chance de repartir à zéro. » Le train entra en gare dans la petite ville qui allait devenir sa nouvelle maison. Avec l'aide de Antoine, Jean trouva un appartement modeste au centre-ville, non loin de la place principale. Le bâtiment était ancien mais bien entretenu, avec un escalier en bois qui grinçait sous les pas. « Cet endroit a du caractère », commenta Jean en regardant autour de lui. « Et il est abordable, ce qui est important pour le moment », répondit Antoine avec un sourire. Une fois installé, Jean s'inscrivit à des cours d'horticulture et de gestion d'entreprise dans un collège local. Il voulait honorer l'héritage de ses parents et savait qu'il devait acquérir les compétences nécessaires pour y parvenir. Les cours étaient exigeants et Jean passait des heures à étudier, déterminé à absorber le maximum de connaissances. Les premières semaines furent un tourbillon d'activités. En plus des cours, Jean commença à planifier son projet de vie. Ouvrir une boutique de fleurs en hommage à ses parents. Il choisit le nom Lucien et Isabelle en leur honneur. Il trouva une petite devanture près de son appartement qui semblait parfaite pour son magasin. « Ça va demander beaucoup de travail, mais je peux le voir », dit Jean à Antoine alors qu'ils inspectèrent l'endroit. « Avec ta détermination, je suis sûr que tu y arriveras », répondit Antoine pour l'encourager. Jean se mit à l'œuvre, nettoyant, peignant et aménageant l'espace pour en faire la boutique de fleurs de ses rêves. Chaque jour, malgré la fatigue, il ressentait une énergie renouvelée en voyant les progrès. Chaque plante, chaque fleur qu'il installait lui rappelait l'amour et le dévouement de ses parents. Cependant, tout n'était pas facile. Jean a dû faire face à plusieurs défis. Les fonds étaient illimités et il y avait des moments où il doutait de ses propres capacités. Certaines nuits, il restait éveillé, se demandant s'il avait pris la bonne décision. « C'est normal d'avoir des doutes », lui a dit Antoine un après-midi alors qu'ils travaillaient ensemble sur la devanture. « Mais rappelle-toi, tu n'es pas seul, je suis là pour t'aider et tu as l'héritage de tes parents pour te guider. » Les mots de Antoine ont donné à Jean l'élan dont il avait besoin. Il a appris à gérer son budget de manière plus efficace, cherchant des solutions créatives pour tirer le meilleur parti de chaque centime. La communauté locale a également commencé à s'intéresser à son projet. Et bientôt, Jean a reçu des dons de plantes et de matériaux de la part de voisins qui voulaient soutenir sa boutique. « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de l'ouverture de ta boutique de fleurs », a dit une voisine en lui tendant des plantes. « Ce quartier a besoin de quelque chose comme ça. » Jean la remercia d'un sourire sincère, sentant son rêve devenir de plus en plus réel. Petit à petit, Lucien et Isabelle prenaient forme. Les murs blancs éclatants contrastaient avec les couleurs vives des fleurs et des plantes qui remplissaient l'espace. Une chaleur se dégageait de l'atmosphère, reflet de l'amour que Jean avait mis dans chaque détail. Enfin, le jour de l'ouverture arriva. Jean était nerveux, mais en voyant les gens entrer dans le magasin avec des sourires et de l'admiration, il ressentit une vague de fierté et de satisfaction. Antoine était là, souriant avec approbation. « Tu as réussi, Jean ?» dit Antoine en lui tapant sur l'épaule. « Tes parents seraient très fiers. » La boutique prit vie avec les clients qui parcouraient et achetaient des fleurs. Jean partageait des histoires sur ses parents et l'inspiration derrière la boutique, créant une connexion spéciale avec chaque visiteur. Lucien et Isabelle n'étaient pas seulement une boutique de fleurs, mais un lieu de rencontre, un coin de beauté et d'espoir au cœur de la ville. Chaque jour qui passait, Jean sentait non seulement son entreprise grandir, mais aussi lui-même. Le soleil commençait à peine à poindre à l'horizon lorsque Jean ouvrit les portes de Lucien et Isabelle pour la première fois. L'air frais du matin se mêlait au parfum délicat des fleurs, créant une atmosphère accueillante que Jean espérait partager avec la communauté. Il avait travaillé sans relâche pour arriver à ce moment, et maintenant, alors qu'il allumait les lumières du magasin, il ne pouvait s'empêcher de ressentir à la fois de la nervosité et de l'excitation. Les premiers arrivés étaient donc quelques voisins curieux. Madame Lefebvre, une dame âgée qui vivait dans la même rue, fut la première à franchir le seuil. Ses yeux s'illuminèrent en voyant la variété de fleurs soigneusement disposées sur le comptoir. « Bonjour Jean, la boutique est magnifique », dit-elle en souriant chaleureusement. « Merci Madame Lefebvre, je suis tellement content que vous soyez venu », répondit Jean en lui rendant son sourire. Petit à petit, de plus en plus de personnes commencèrent à arriver.
La nouvelle de l'ouverture s'était rapidement répandue et bientôt la boutique fut envahie par des clients, des amis et des curieux. Antoine était là, observant avec fierté le succès du jeune homme qu'il avait soutenu depuis le début. « Jean, c'est formidable, tu as fait un travail extraordinaire », dit Antoine en s'approchant pour le féliciter. « Je n'aurais pas pu y arriver sans ton aide », répondit Jean avec reconnaissance. Les heures s'écoulèrent à une vitesse folle, et Jean fut constamment occupé à servir les clients, à répondre aux questions et à partager des anecdotes sur ses parents. Il leur raconta comment Lucien et Isabelle avaient commencé avec une petite boutique de fleurs semblables et comment ils avaient collaboré pour créer une entreprise qui ne vendait pas seulement des fleurs, mais qui cultivait aussi l'espoir et la joie au sein de la communauté. Mes parents disaient de toujours que chaque fleur qu'ils plantaient était un petit morceau d'amour qu'ils laissaient dans le monde, confiant à un groupe de clients qui l'écoutaient attentivement. Ici, chez Lucien et Isabelle, je veux perpétuer cet héritage et faire de cet endroit plus qu'une simple boutique, un lieu de rencontre pour tous. L'impact sur la communauté fut immédiat. Lucien et Isabelle devinrent non seulement un lieu privilégié pour acheter des fleurs, mais aussi un centre pour des événements et des rassemblements. Les gens s'y retrouvaient pour célébrer des anniversaires, des mariages et d'autres occasions spéciales. La boutique résonnait de rires et de conversations, et Jean se sentait profondément lié à chaque client qui franchissait la porte. Un jour, alors qu'il aidait un jeune couple à choisir des fleurs pour leur mariage, Jean se rappela de ses parents et de combien ils auraient aimé voir le succès de leur fils. « Quel type de fleurs souhaiteriez-vous pour votre mariage ?» demanda Jean au couple en leur montrant différentes options. « Nous aimerions quelque chose de simple mais élégant. Que nous recommanderiez-vous » répondit la mariée avec un sourire. Jean réfléchit un instant, puis choisit un bouquet de lys et de roses blanches. « Je pense que ceci serait parfait. Il symbolise la pureté et l'amour, un beau début pour votre vie à deux, » dit-il en leur tendant le bouquet. Le couple se regarda et acquiesça avec gratitude. « C'est parfait, Jean. Merci pour votre aide, » dirent-ils en souriant. Chaque interaction, chaque sourire et chaque moment partagé dans la boutique renforçait en Jean le sentiment qu'il faisait ce qu'il fallait. Il sentait que, grâce à son travail, il entretenait la mémoire de ses parents et leur amour pour les fleurs et la communauté. Au fil du temps, Jean gagna en confiance et se sentit plus assuré dans son rôle de propriétaire de Lucien et Isabelle. La boutique prospérait et chaque jour apportait de nouveaux défis et de nouvelles joies. Un après-midi, en fermant la boutique, Jean s'arrêta un instant pour contempler ce qu'il avait accompli. Les fleurs étaient magnifiquement disposées et l'atmosphère chaleureuse et accueillante reflétait l'esprit de ses parents. Il se sentait rempli de gratitude et de fierté pour ce qu'il avait accompli. « Ce n'est que le début », se dit-il en souriant. La boutique de fleurs n'était pas simplement une affaire prospère. C'était un symbole d'espoir et d'amour, un lieu où la communauté se rassemblait pour célébrer la vie et partager des moments spéciaux. Et pour Jean, cela représentait tout. Le soleil inondait la salle d'audience à travers les fenêtres, créant un contraste saisissant avec l'atmosphère tendue qui régnait dans la pièce. Jean, assis à côté de son avocat, prit une profonde inspiration pour calmer ses nerfs. En face de lui, Pierre et Marie le regardaient avec ressentiment et détermination. Ils avaient perdu leur emprise sur lui et n'étaient pas prêts à laisser l'héritage leur échapper sans se battre. Le juge entra et tout le monde se leva. D'un coup sec de son marteau, le procès commença. L'avocat de Pierre et Marie fut le premier à prendre la parole, avançant que, en tant que tuteurs légaux de Jean, ils avaient droit à une part de l'héritage. Mes clients ont pris soin de Jean pendant des années. Ils ont engagé des dépenses considérables pour son entretien et son éducation. Il est juste qu'ils reçoivent une compensation adéquate, déclara-t-il, sa voix résonnant dans la salle. Jean sentit un nœud se former dans son estomac. Il savait que c'était à son tour de parler. Son avocat lui fit un signe d'encouragement et Jean se leva pour s'adresser au tribunal. « Votre honneur, mesdames et messieurs du jury, » commença Jean, sa voix tremblante légèrement, « je voudrais vous raconter mon histoire. » Il regarda Pierre et Marie se souvenant de tous les moments de maltraitance et de négligence qu'il avait endurés. Il prit une respiration et continua. « Quand mes parents sont décédés et je me suis retrouvé seul, Pierre et Marie m'ont accueilli chez eux, mais ils ne m'ont jamais traité comme un membre de la famille. Dès le premier jour, ils m'ont fait sentir que j'étais un fardeau. Ils m'ont donné les tâches les plus lourdes, m'ont constamment humilié et ne m'ont jamais montré d'affection ou de bienveillance. » Jean raconta en détail les humiliations quotidiennes, le travail ingrat et les paroles cruelles qui lui étaient adressées. Il parla des nuits où il pleurait jusqu'à s'endormir, souhaitant que ses parents soient encore en vie pour le sauver de ce cauchemar. « Mes parents ont laissé cet héritage pour assurer un avenir meilleur pour moi, afin que je puisse réaliser mes rêves. Pierre et Marie ne veulent que l'argent, ils se moquent de mon bien-être, » conclut Jean, les yeux brillants de larmes non versées. Le juge observa Jean attentivement et les jurés échangèrent des regards de compassion.
La vérité de ses paroles et la sincérité de ses émotions étaient palpables. L'avocat de Jean présenta ensuite des preuves corroborant son témoignage. Des dossiers médicaux relatant des blessures inexpliquées, des témoignages de voisins ayant été témoins du traitement cruel de Pierre et Marie, et la lettre de ses parents précisant que l'héritage était destiné uniquement à Jean. Pierre et Marie ont tenté de se défendre, affirmant qu'ils avaient fait de leur mieux pour s'occuper de Jean. Mais leurs mots sonnaient creux et calculés. La façade de préoccupation qu'ils essayaient de présenter ne convainquait personne. Après des heures de témoignages et de plaidoiries, le juge ordonna une pause pour délibérer. Jean sortit dans le couloir, le cœur battant encore la chamade. Antoine s'approcha et posa une main sur son épaule. « Tu as été très courageux, Jean. Quoi qu'il arrive, Niné, je suis fier de toi, » dit Antoine avec un sourire encourageant. Lorsque le juge et le jury revinrent, la salle tomba dans un silence plein d'attente. Le juge cleared sa gorge et commença à parler. Après avoir examiné toutes les preuves et entendu les témoignages, la cour a pris une décision, annonça-t-il. Jean est l'héritier légitime de l'héritage de ses parents. Pierre et Marie n'ont droit à aucune part de ces fonds. Jean ressentit une vague de soulagement et de gratitude. Mais le juge n'avait pas fini. De plus, poursuivit-il, Pierre et Marie seront condamnés à effectuer un service communautaire dans un orphelinat local. Peut-être qu'ils pourront apprendre là-bas ce que signifie prendre soin des autres et faire preuve de compassion. La sentence fut accueillie par des murmures d'approbation dans la salle d'audience. Jean regarda une dernière fois son oncle et sa tante. Pierre était pâle de colère, tandis que Marie affichait une expression d'incrédulité et de défaite. Jean se leva et s'approcha de son avocat et de Antoine, qui le félicitèrent chaleureusement. Il avait gagné non seulement l'héritage, mais aussi sa liberté et la justice qu'il méritait tant. « Rentrons à la maison, Jean, » dit Antoine, « tu as un avenir prometteur devant toi. » En quittant le tribunal, Jean sentit le poids des années d'abus et de souffrance se lever de ses épaules. Il avait affronté ses peurs, exprimé sa vérité, et ce faisant, il avait trouvé la force de repartir à zéro. L'air frais à l'extérieur l'accueillit dans une nouvelle vie, pleine de possibilités et d'espoir. Jean sourit, sachant que bien que le chemin ait été difficile, il était désormais libre de vivre la vie que ses parents avaient toujours souhaitée pour lui. Pierre et Marie arrivèrent à l'orphelinat avec des expressions de ressentiment et de mépris. Les jours passés au tribunal avaient été une humiliation pour eux et maintenant ils étaient contraints d'effectuer un service communautaire. Le directeur de l'orphelinat, un homme au visage sévère mais aux yeux bienveillants, les accueillit et expliqua leurs responsabilités. « Ici, chaque enfant mérite attention et soin, » dit le directeur. « J'espère qu'avec le temps, vous comprendrez l'importance de ce travail. » Pierre renifla, exprimant son mécontentement, tandis que Marie regardait autour d'elle avec froideur. Ils furent d'abord assignés à des tâches simples, nettoyer, organiser des jouets et aider en cuisine. Les enfants, au début, les regardaient avec curiosité et un peu de peur, reflet de la méfiance que Pierre et Marie dégageaient. Au cours des premières semaines, Pierre et Marie exécutèrent leurs tâches à contre-cœur, gardant leurs distances émotionnelles avec les enfants. Cependant, peu à peu, quelque chose commença à changer. Un après-midi, Pierre observa un petit garçon, Jean, peinant à assembler un puzzle. L'enfant leva les yeux et murmura timidement « Peux-tu m'aider » Surpris, Pierre s'abaissa et commença maladroitement à aider Jean. L'enfant sourit largement lorsqu'ils réussirent enfin à mettre la dernière pièce en place. Ce sourire innocent désarma Pierre, qui ressentit une chaleur familière dans sa poitrine. Marie, de son côté, fit la connaissance d'une petite fille nommée Camille, qui pleurait parce qu'elle s'ennuyait de sa mère. Marie, se remémorant vaguement les instincts maternels qu'elle avait enfouis depuis longtemps, s'assit à côté de la fillette et l'enlaça. Camille s'accrocha à elle, trouvant du réconfort dans ce geste inattendu. Jour après jour, Pierre et Marie commencèrent à s'impliquer davantage avec les enfants. La résistance initiale céda la place à une acceptation lente mais régulière. Ils découvrirent qu'en dépit de leurs propres défauts et erreurs, ils pouvaient offrir quelque chose de précieux à ces petits êtres en quête d'amour et d'attention. Un jour, Jean décida de rendre visite à l'orphelinat. Il voulait voir de ses propres yeux si Pierre et Marie avaient été réellement changés. En arrivant, il aperçut son oncle Pierre en train de jouer au football avec un groupe d'enfants, riant d'une manière que Jean n'avait jamais vue auparavant. Marie se trouvait dans la cuisine, enseignant aux filles comment préparer des cookies, son visage illuminé par un sourire sincère. Le directeur de l'orphelinat s'approcha de Jean et lui posa une main sur l'épaule. « Ils ont changé plus que je ne l'aurais imaginé, » dit-il. « C'était difficile au début, mais ils ont trouvé un but ici. » Jean s'approcha de Pierre, qui le vit venir, et se figea, incertain de la façon de réagir. « Bonjour Jean » dit Pierre, sa voix trahissant un mélange de honte et de gratitude. « Bonjour oncle Pierre » répondit Jean, essayant de rester calme. « Je voulais voir comment vous alliez. Nous avons beaucoup appris ici. » Avoua Pierre, « Je suis désolé pour tout le mal que nous t'avons fait. » Jean hocha la tête, éprouvant un mélange d'émotions.
Il observa Marie de loin, qui leva les yeux et, en voyant Jean, s'approcha également. « Jean, il n'y a pas d'excuse pour ce que nous avons fait, mais nous voulons changer, » dit Marie, les larmes aux yeux. Jean les regarda, sentant le poids de son ressentiment commencer à s'effacer. Le chemin vers le pardon n'était pas simple, mais voir la transformation de son oncle et de sa tante lui offrit une nouvelle perspective. « Tout le monde mérite une seconde chance », finit par dire Jean. « J'espère que vous trouverez la rédemption que vous cherchez. » La visite à l'orphelinat apporta à Jean un sentiment de clôture. Le pardon n'était pas facile, mais il comprit que la haine ne faisait que perpétuer le cycle de la douleur. Il décida de se concentrer sur son propre chemin de guérison et de croissance. De retour à sa boutique de fleurs, Lucien et Isabelle, Jean continua à construire sa vie et son entreprise. La boutique prospérait et était devenue un lieu de rencontre pour la communauté. Il organisait des ateliers de jardinage pour les enfants et des événements spéciaux pour les festivités locales. Chaque jour, la boutique était remplie de rires et de conversations et Jean se sentait profondément lié à sa communauté. Les gens le respectaient et l'admiraient pour sa résilience et sa bonté. Jean devint une figure appréciée du quartier, quelqu'un vers qui se tourner pour obtenir des conseils ou simplement pour partager une tasse de café parmi les fleurs. La boutique de fleurs, Lucien et Isabelle, avait fleuri, devenant un phare d'espoir et de beauté dans la ville. Jean, avec ses idées novatrices et son dévouement inlassable, garantissait le succès continu de la boutique. Un jour, une jeune femme nommée Élodie entra dans le magasin. Ses yeux brillaient de curiosité alors qu'elle parcourait les étagères remplies de fleurs colorées. Jean, occupé au comptoir, leva les yeux et lui offrit un sourire sincère. « Bienvenue chez Lucien et Isabelle. Puis-je vous aider ?» demanda Jean. « Merci. Je cherche un bouquet de fleurs pour une occasion spéciale », répondit Élodie, lui rendant son sourire. Jean la guidait à travers le magasin, lui présentant différentes options et expliquant la signification de chaque fleur. Élodie écoutait avec attention, captivée à la fois par les fleurs et par la passion que Jean affichait en parlant. « Vous avez une grande connaissance des fleurs. C'est inspirant, » dit Élodie en choisissant un bouquet de lys et de roses. « Mes parents m'ont appris tout ce que je sais. Cette boutique est un hommage pour eux, » répondit Jean, la voix pleine de fierté. Au fil du temps, Élodie commença à fréquenter le magasin de fleurs plus souvent. Elle trouvait toujours une excuse pour acheter des fleurs ou simplement discuter avec Jean. Leur connexion se renforçait à chaque conversation. Ils partagèrent des histoires, riaient et découvraient des intérêts communs. Un jour, alors que Élodie aidait Jean à organiser une nouvelle commande de fleurs, elle le regarda et dit « Jean, j'adore passer du temps ici. Ta passion pour les fleurs est contagieuse. Ça te dérangerait si je t'aidais plus souvent ?» Jean sourit, ressentant une chaleur dans son cœur. « J'aimerais beaucoup avoir ton aide, Élodie. Tu es toujours la bienvenue ici. » À partir de ce moment-là, Élodie devint une présence constante dans le magasin. Ils travaillaient ensemble, partageant rire et complicité en prenant soin des fleurs. La boutique, déjà rouge, déjà un endroit spécial, était remplie de encore plus de vie et de joie grâce à la présence de Élodie. Pendant ce temps, Jean terminait ses études, acquérant des connaissances précieuses qu'il appliquait à son entreprise. Il se sentait plus sûr de lui et compétent, et chaque réussite académique renforçait sa confiance. Le magasin de fleurs prospérait, et Jean commençait à être connu non seulement comme un excellent fleuriste, mais aussi comme un leader respecté et apprécié de la communauté. Un soir, après avoir fermé la boutique, Jean et Élodie s'assirent ainsi dans le petit jardin derrière le magasin de fleurs. Les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel, et l'air était empli du parfum des fleurs qui s'épanouissaient la nuit. « Tu as accompli tant de choses, Jean, je suis très fier de toi », dit Élodie en prenant sa main. Jean regarda Élodie, ses yeux reflétant la gratitude et l'amour qu'il ressentait. « Je n'aurais pas pu le faire sans le soutien de gens comme toi, Élodie. Cette boutique de fleurs n'est pas qu'un simple commerce pour moi. C'est un rêve devenu réalité, un héritage de mes parents et maintenant, un endroit où j'ai trouvé quelqu'un de spécial. » dit-il en lui serrant doucement la main. Élodie sourit, se rapprochant de Jean. « J'ai aussi trouvé quelque chose de spécial ici. Tu m'as appris tant de choses sur les fleurs, mais aussi sur l'importance de l'amour et de la dévotion, » répondit-elle. Jean réfléchit à son parcours. Des jours sombres, sous le contrôle de sa tante et de son oncle, à l'épreuve et la rédemption, chaque expérience l'avait façonné. Il avait appris à pardonner, à avancer et à créer quelque chose de beau à partir de l'adversité. La boutique de fleurs, Lucien et Isabelle, continuait de prospérer, devenant un symbole de résilience et d'espoir dans la communauté. Les idées innovantes de Jean, comme des ateliers de jardinage et des événements communautaires, maintenant la boutique au cœur de la vie locale. Jean se leva, tirant doucement la main de Élodie. « Allons nous promener ? Il y a quelque chose que je veux te montrer » dit-il. Ils se promenèrent dans le jardin jusqu'à ce qu'ils atteignent une petite zone que Jean avait secrètement aménagée. C'était un coin rempli des fleurs préférées de ses parents, un endroit que Jean avait créé en leur mémoire. « Ceci est à mon hommage personnel à mes parents.
C'est ici que je viens lorsque j'ai besoin de me souvenir de la raison pour laquelle je fais ce que je fais, dit Jean en regardant les fleurs avec tendresse. Élodie s'approcha et l'enlaça, ressentant l'intensité de son amour et de son respect pour ses parents. « C'est magnifique, Jean. Je suis sûre qu'il serait dû très fier de toi, répondit-elle doucement. Jean sourit, éprouvant une paix intérieure. Il savait que l'avenir était rempli d'opportunités et de promesses. Avec Élodie à ses côtés, il était prêt à affronter tous les défis et à perpétuer l'héritage d'amour et de bonté que ses parents lui avaient laissé. La nuit avançait, et alors qu'il retournait vers la boutique de fleurs, Jean se sentait rempli d'espoir et de détermination. Le chemin n'avait pas toujours été facile, mais chaque pas l'avait conduit à ce moment de bonheur et d'épanouissement. Bonjour à tous, merci de nous accompagner dans ce voyage émotionnel à travers la vie de Jean. C'est une aventure pleine de défis, d'espoir et surtout de rédemption. Nous espérons que cette histoire a résonné en vous autant qu'en nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Nous aimerions connaître vos impressions sur l'histoire de Jean. Quelle partie vous a le plus touché ? Avez-vous vécu une expérience similaire d'overcoming et de croissance personnelle ? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous, nous les lirons et y répondrons tous. Et rappelez-vous, tout comme Jean, nous avons tous le pouvoir de transformer nos vies et de trouver de la beauté, même dans les moments les plus difficiles. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à rêver grand. À bientôt!